Et si on parlait de sport, la chronique. Et si le football racontait la plus grande histoire du sport mondial? Aujourd'hui, et si on parlait de sport, vous invite à embarquer pour un voyage exceptionnel au cœur de la Coupe du Monde de football avec une série inédite de 22 chroniques consacrées à la plus prestigieuse des compétitions. Des exploits qui ont fait vibrer la planète, des matchs devenus légendaires, des champions entrés dans l'histoire et des émotions gravées à jamais dans la mémoire de supporters. De l'Uruguay en 1930 jusqu'au Mondial 2026, nous allons parcourir ensemble près d'un siècle d'histoire du football mondial. Une aventure proposée par Et si on parlait de sport avec le soutien de la Ligue de football d'Occitanie et de ses 12 districts que nous remercions pour leur confiance et leur engagement à nos côtés. À chaque chronique, un invité passionné nous accompagnera pour revivre les moments forts, les anecdotes et les grandes pages qui ont façonné la légende de la Coupe du Monde. Alors préparez-vous à remonter le temps, à revivre les plus grands moments de football mondial. Et si on parlait de sport, spéciale Coupe du Monde de football, c'est maintenant. 1954, le miracle de Berne après l'Uruguay en 1930, l'Italie en 1934 et 38, puis le Brésil en 1950, le traumatiste Maracanazo. Nous poursuivons notre voyage dans le temps. Aujourd'hui, direction la Suisse et l'année 1954 pour une Coupe du Monde qui restera dans l'histoire sous le nom devenu légendaire, le miracle de Berne. Une compétition marquée par les records de buts, par l'incroyable équipe de Hongrie de Ferenc Puskás et le retour au premier plan de l'Allemagne de l'Ouest 9 ans seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour nous raconter cette histoire, nous recevons de nouveau Nicolas Koumel-Salver, qui est chargé événementiel pour l'association Un maillot pour la vie et passionné de football. Bonjour Nicolas. Salut Laurent, très content de te retrouver pour se replonger après l'édition du Brésil et le Maracanazo. Direction la Suisse maintenant, où justement cette édition réunit tous les ingrédients d'un grand récit sportif, une équipe considérée comme invincible, une finale complètement renversante et des records encore et encore inégalés aujourd'hui et un contexte historique extrêmement fort. Donc cette Coupe du Monde montre aussi que le football, rien n'est jamais écrit d'avance. Et oui, c'est le principe du football, on peut difficilement imaginer le score d'un match. Mais avant d'aller plus loin, pourquoi c'est la Suisse qui a été choisie pour organiser ce mondial ? Mais d'abord parce que la Suisse est un pays stable, neutre et doté d'infrastructures de qualité. Mais il y a aussi une dimension symbolique. En 1954, la FIFA fête son 50e anniversaire. Et où la FIFA a-t-elle été créée en 1904 ? À Paris, certes, mais son siège est installé depuis longtemps à Zurich. Organiser la Coupe du Monde en Suisse est donc une façon de célébrer cet anniversaire dans la maison de la FIFA. Les pays disposent de 6 villes hôtes, Berne, Genève, Lausanne, Zurich, Bâle et Lugano. Et l'ambiance est exceptionnelle et les stades sont remplis, pleins. Alors, on va assister à une formule de compétition étonnante. Elle possède un format très particulier. Oui, c'est probablement l'un des plus compliqués de l'histoire. Les 16 équipes présentes lors de cette compétition sont réparties en 4 groupes. Mais dans chaque groupe, 2 équipes sont tête de série et 2 ne le sont pas. Les équipes ne jouent que 2 matchs au premier tour. On peut même terminer premier sans avoir affronté toutes les équipes de sa poule, c'est quand même assez particulier. Mais en cas d'égalité, il faut disputer un match d'appui. Le système est tellement complexe qu'il ne sera jamais reconduit. Oui, avant le tournoi, une équipe semble pourtant largement au-dessus du lot, c'est la Hongrie. C'est ça, cette équipe est probablement l'une des plus grandes formations de tous les temps pour les connaisseurs de ce sport. Elle est surnommée les Magyars. Les Magyars Magic. Les Magyars Magic, tu vois, tu connais mieux que moi, forcément, c'est un petit peu plus ta génération. Mais moi aussi, j'en ai entendu parler. Depuis 4 ans, elle est particulièrement et pratiquement imbattable. Elle reste sur une série de plus de 30 rencontres sans défaite, ce qui est juste énorme à ce moment-là. Elle a remporté la médaille d'or au JO 1952 et surtout elle réalise un exploit incroyable en 1953, c'est-à-dire battre les Three Lions, l'Angleterre 6-3 chez eux à Wembley. Alors, aucune équipe continentale n'avait réussi auparavant. C'est cette Hongrie qui révolutionne le football. Elle pratique un jeu de mouvement, de passes courtes, de permutations permanentes. Un football moderne qui annonce déjà celui des décennies suivantes. Je vais faire une toute petite apportée, Nicolas. On vient de parler en quelques mots des Jeux Olympiques et en même temps rappeler qu'on a parlé de Jules Rimet il y a quelques temps et les Français avaient aussi quelqu'un d'important puisque c'est Pierre de Coubertin qui, lui, a lancé les Jeux Olympiques. Tout à fait. Voilà, petit aparté. Ça veut donc dire que deux Français
Français à un moment donné, ont géré, insufflé l'ensemble des grands sports français et c'était intéressant de souligner quand même. Alors, qui sont ces grands noms de la sélection finalement ? Écoute, ils sont nombreux. Il y a d'abord le génial Ferenc Puskás, justement, qu'on connaît, capitaine de l'équipe à ce moment-là, buteur extraordinaire et future légende du Real Madrid. Il y a aussi Sandor Kostis, redoutable de la tête, très bon joueur de tête. Il terminera meilleur buteur du tournoi à ce moment-là. Puis Nandor Hidegkuti, précurseur du poste faux numéro 9 qui vient souvent décrocher dans l'entrejeu, et encore Joseph Boskis, métronome du milieu de terrain, un numéro 10 comme on n'en fait plus. C'est une équipe de génie pour beaucoup d'observateurs et encore maintenant elle est quasiment imbattable. Alors ça veut dire que c'est aussi un festival de buts, cette Coupe du Monde, avec des records offensifs. Ouais, comme on l'a dit en introduction, c'est la Coupe du Monde de tous les records à ce moment-là et ça fait plaisir puisque c'est la plus prolifique de l'histoire. 140 buts en seulement 26 matchs. Enfin, c'est juste énormissime. Des scores fleuves. Cela représente plus de 5 buts par rencontre. C'est juste énormissime. Les gardiens n'étaient pas trop à la fête à ce moment-là, mais c'est quand même un record toujours inégalé. Et les défenses, elles, sont souvent dépassées. Et les attaques s'en donnent encore joie, à l'image de notre redoutable équipe de Hongrie. Alors justement, le 9-0 de la Hongrie, on en parle, avec la Hongrie qui frappe fort dès son entrée en lice. Ah oui, très fort même. Elle écrase la Corée du Sud 9-0, des scores dont on ne voit plus le jour. Puis elle rencontre la grande Allemagne de l'Ouest, mais ce jour-là pas si grande puisqu'elle s'impose 8-3. Et à ce moment-là, tout le monde est convaincu que les Hongrois seront champions du monde et ils semblent évoluer sur une autre planète, d'où tous ces scores. Alors justement, cette équipe d'Allemande qui est très loin d'être favorite, qu'est-ce qu'il en est exactement ? Effectivement, l'Allemagne de l'Ouest revient à peine sur la scène internationale après la guerre et après les événements qu'on connaît tous. Son sélectionneur Stepp Herberger bâtit une équipe disciplinée, courageuse à l'allemande dont on connaît toujours les préceptes encore maintenant, extrêmement soudée. Et parmi ses joueurs, Fritz Walter, capitaine emblématique, et Helmut Raum, qui deviendra lui un héros national. Les Allemands ne jouent peut-être pas le plus beau football à ce moment-là, mais ils possèdent une incroyable force mentale qui finalement au fil des années restera comme l'emblématique vision de jeu et manière de jouer à l'allemande. Oui, ça reste dans leur ADN. Que se passe-t-il ensuite en quart de finale ? Donc les quarts de finale sont eux spectaculaires. L'Autriche élimine la Suisse, pays hôte, 7-5. Donc encore une fois, un score de tennis dans un match totalement fou. L'Allemagne bat à ce moment-là la Yougoslavie et la Hongrie élimine le Brésil dans une rencontre extrêmement tendue entre juste deux grosses équipes de la scène mondiale. Ce match est surnommé la bataille de Berne. La violence est telle que les joueurs en viennent presque aux mains après la rencontre. Ça dépasse même le football, pour dire comment cette rencontre-là était tendue. Alors, et les demi-finales ? Et les demi-finales, écoute, la Hongrie, comme on s'y attendait à ce moment-là, bat l'Uruguay, une équipe sud-américaine avec la Grinta, dont on connaît encore une fois actuellement les préceptes de jeu, champion du monde sortant puisqu'ils avaient gagné l'édition précédente, et après prolongation tout de même. C'est un immense exploit. L'Allemagne, elle, domine l'Autriche 6-1, encore un score de tennis, et on se retrouve donc avec une finale rêvée pour n'importe quel amateur de football, la meilleure équipe du monde contre l'outsider. Alors la finale, le miracle de Berne, le 4 juillet 1954, le monde du football retient son souffle. Et la finale commence de manière logique. Au bout de 8 minutes, seulement 8 minutes de jeu, la Hongrie mène déjà 2-0. Des buts de Puskás et de Xilsbor. Tout le monde pense alors que le match est terminé, mais l'Allemagne, elle, refuse d'abandonner avec sa force mentale qu'on ne présente plus. C'est Max Molkor qui réduit l'écart, puis Helmut Raum qui égalise, et à la mi-temps le score est de 2-2. Le suspense est donc total à ce moment-là, et au retour des vestiaires, n'importe quelle équipe a le droit de rêver à une victoire finale. Et à la 84e minute de jeu, devinez qui c'est qui met le troisième but? C'est Raum pour l'équipe allemande. Cela fait 3-2. Le stade explose à ce moment-là
Et quelques minutes plus tard, puisqu'on pensait que c'était terminé, eh bien non, c'est notre ami Puskás qui pense égaliser. Et en fait, si, son but est refusé pour hors-jeu, ce qui fait qu'au final, l'arbitre siffle la fin de la rencontre. Et après ces faits de jeu, l'Allemagne est sacrée championne du monde. Alors effectivement, on a en droit de se poser des questions. On parle du miracle de Berne. Pourquoi cette victoire est devenue ce miracle de Berne ? Parce que personne ne l'avait imaginé. La Hongrie, elle, semblait invincible et semblait justement avoir un tapis rouge jusqu'au trophée final. Elle n'avait plus perdu depuis 4 ans. 4 longues années sans perdre. Et elle, l'Allemagne, avait déjà été battue 8-3 par cette même équipe. Donc voilà, on pensait justement que c'était la Hongrie qui allait être sacrée. Mais au-delà du sport, cette victoire change le destin d'un pays, puisque l'Allemagne de l'Ouest est encore marquée par la guerre et tout ce qui a pu se passer précédemment. Et ce succès redonne confiance à tout un peuple. De nombreux historiens considèrent même que cette victoire est comme justement un moment fondateur de la reconstruction morale d'une Allemagne déjà brisée par tout ce qui a pu se passer géopolitiquement. Oui, on le voit, on parle de morale, mais effectivement, quand on a vu un petit peu plus haut que l'Allemagne avait été battue 8-3, ce qui était quand même important, et de voir que là, ils sont capables, en finale, de venir gagner, ça prouve qu'il y a vraiment un travail, et puis qu'effectivement, ces Allemands avaient probablement besoin aussi de retrouver un peu de bonheur, un peu de force morale pour reconstruire tout un pays. Le meilleur buteur qui termine de cette Coupe du Monde, Nicolas? Oui, c'est le Hongrois Sándor Kocsis avec 11 réalisations. Malgré les scores fleuves, c'est quand même très bien et encore maintenant, c'est très fort. Les Bleus réalisent un tournoi intéressant pour parler de l'équipe de France, mais sont éliminés, eux, dès le premier tour. Il bat dans un premier temps Il bat dans un premier temps le Mexique 3-2, mais s'incline face à la Yougoslavie. Malgré cette élimination, un joueur se révèle, c'est Raymond Kopa. Il n'a que 22 ans à ce moment-là. Il impressionne tout le monde par sa technique et sa vision de jeu. Et quelques années plus tard, il deviendra l'un des plus grands joueurs français de l'histoire de ce sport. Et cette Coupe du Monde est en quelque sorte son acte de naissance au plus haut niveau de la scène mondiale. Voilà donc un bilan effectivement important pour cette équipe de France qui était bien présente dans cette compétition. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette Coupe du Monde 1954 ? Qu'aucune équipe n'est invincible finalement, puisque le football est capable d'écrire les plus incroyables renversements de situation. Cette Coupe du Monde nous a offert un chef-d'œuvre de suspense, avec justement le début où tout le monde se dit que c'est la grosse Hongrie qui va aller au bout, des records qui ne cessent de tomber offensifs avec des scores fleuves comme nous l'avons dit, et l'une des plus grandes surprises de l'histoire, l'Allemagne de l'Ouest qui arrive à décrocher ce sacre final face au monstre hongrois. C'est pour cela que le miracle de Berne reste, plus de 70 ans plus tard, l'un des plus beaux chapitres de la légende de la Coupe du Monde. Et oui, c'est important de se souvenir que dans le football, quand le coup de sifflet final est donné, que l'on peut faire le compte. Merci en tout cas beaucoup Nicolas d'avoir partagé à nouveau cette incroyable histoire de la Coupe du Monde 1954. C'est un plaisir, on se retrouve très bientôt pour la suite de notre série. Nous poursuivrons notre voyage dans le temps avec une autre page mythique du football mondial, la Coupe du Monde 1958 en Suède, celle de l'éclosion d'un jeune prodige de 17 ans nommé Pelé. D'ici là, prenez soin de vous et comme toujours, si on parlait de sport.